Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors comment réfléchit un joueur? Comment pense-t-il? Comment examine-t-il en pratique, dans sa tête, une position aux échecs? Alors, comment se décide-t-il pour un coup lorsque la position n'autorise aucune combinaison particulière qui pourrait être découverte après un peu de réflexion? La question intrigue les profanes et a été soulevée par Réti dans un de ses ouvrages. Et il observe que le profane s'imagine volontiers que la suprématie du maître s'appuie sur sa capacité à calculer 3, 4, voire 10 ou 20 coups à l'avance. Lorsqu'on demandait à Réti combien de coups il calculait à l'avance, ses amis des échecs s'étonnaient toujours de sa réponse qu'il donnait en toute franchise. Pas même un seul coup la plupart du temps. À l'aide des mathématiques, on peut facilement vérifier qu'il est impossible, pour ne pas dire inutile, de vouloir anticiper une série précise de coups dans maintes situations. Alors, considérons par exemple une menace vite de menace grave, c'est-à-dire une position tranquille où chacun dispose, selon les estimations les moins optimistes, d'une moyenne de 3 coups plausibles. C'est souvent plus. Parfois, un coup est évident, en particulier lorsque l'on échange une pièce. La réponse est évidemment la reprise de la pièce, mais il y a souvent pas mal de coups possibles. Disons 3. Or, on désire anticiper les conséquences de ces coups. Donc on va voir ce que peut répondre l'adversaire à ce coup. Ainsi, en se limitant à un coup complet dans chaque possibilité, on obtient 3 possibilités avec 3 réponses chacune, soit 9 variantes. Si on double la profondeur à chaque coup, on obtient alors 81 en 2 coups complets, donc 4 demi-coups. 81 variantes, et il faudrait un très gros effort de l'esprit qui ne pourrait pas se faire très difficilement lors d'une partie, sauf peut-être par correspondance. Donc, ces parties qui ont presque disparu, surtout depuis Internet, ou que l'on pratiquait par courrier, où l'on envoyait par courrier postal le coup que l'on voulait jouer. Et si l'on augmente encore un niveau, 3 coups blancs, 3 coups noirs, on atteint 729 possibilités, ce qui est totalement irréalisable en pratique. Les ordinateurs raisonnent comme ça. En tout cas, peut-être pas ceux utilisant du deep learning comme AlphaZero ou d'autres, mais les programmes d'échecs très puissants comme Stockfish ou Deep Blue ou même d'autres anciens comme les Chess ou Chessmaster, etc. Ces programmes informatiques effectuent une évaluation de la position selon toute une série de critères qui sont souvent moins sophistiqués que ne peut le faire un être humain, et en tout cas qu'un maître ou un grand maître. Ils ont donc une évaluation partielle, mais par contre l'ordinateur est capable d'envisager des milliers, des millions, voire même sur un supercalculateur, des milliards de coups possibles. Et donc, en analysant de nombreuses variantes, en évaluant même de manière approchée les positions, il peut déterminer ainsi les meilleurs coups. Alors, en plus, une analyse en profondeur de plusieurs coups à l'avance n'a de sens que si, après avoir joué ces coups, on peut déterminer les avantages et inconvénients des coups qu'on a déterminés. Par exemple, un gain matériel. Mais dans une position tranquille, où il ne se passe pas grand-chose, voire dans des positions très bloquées, où il faut d'abord positionner ses pièces convenablement avant d'espérer ouvrir le jeu, analyser à 3 ou 4 coups de profondeur n'apporte pas non plus grand-chose. Les ordinateurs font d'ailleurs beaucoup mieux actuellement. Ils vont beaucoup plus loin que 3 ou 4 coups.
Et donc, après 3 coups, 6 coups, on ne peut certainement pas s'attendre à ce qu'une solution claire se présente. Donc le profane tend à penser les échecs tout en combinaison et qu'il devrait examiner nettement plus de coups. Mais alors le nombre de possibilités croît exponentiellement et le cerveau humain est incapable d'embrasser une telle possibilité. Notre cerveau n'est pas un calculateur, n'est pas un ordinateur. Le calcul de plusieurs coups n'est efficace qu'à partir d'une position où les possibilités à examiner demeurent limitées, c'est-à-dire très limitées. C'est-à-dire lorsque les coups obligent l'adversaire à des ripostes forcées, une menace ou l'initiative d'un échange ou d'un échec. Cela rend alors possible l'examen mental de plusieurs variantes. C'est typique de la recherche d'une combinaison ou de l'examen mental de ce que pourrait donner une combinaison que l'on voudrait tenter. À défaut de ces situations, qui ne sont quand même pas permanentes, au contraire, on n'en rencontre que 1, 2, 3 dans une partie. En dehors de ces circonstances heureuses, le joueur doit se laisser guider par des considérations positionnelles ou subjectives, quand ce n'est pas simplement l'évaluation à laquelle il fait appel. Alors, pour mieux décrire le mode de pensée du joueur d'échecs, on peut se référer à la thèse du docteur de Groot. Celui-ci, à l'aide de multiples tests, s'est livré à une introspection. Comment les joueurs procèdent-ils pour arrêter leur choix devant tel ou tel coup? Et alors, il a soumis de nombreuses positions, ceci en est un exemple, empruntées à la pratique. Il a soumis ces positions à 5 grands maîtres, 5 maîtres, 5 joueurs dits de première classe, et 5 de deuxième classe, avec la demande expresse d'exprimer toutes leurs considérations mentales à haute voix et de proposer finalement la continuation de leur choix. Cet exemple s'est révélé particulièrement riche en enseignement et c'est un excellent test pour établir la maîtrise chez certains joueurs consultés. Dans cette position, c'est au blanc à jouer. Le joueur, première phase de réflexion, le joueur s'oriente. Il ne connaît pas la position, il n'a pas joué cette partie. En général, cette première phase est plus facile lors d'une partie parce qu'on a joué les coups et on sait déjà dans quelle position on se trouve. Il fait le relevé du rapport de matériel, se livre à une estimation de la position en fonction de l'emplacement des pièces. Ses actions personnelles à court terme ou à long terme retiennent par priorité son attention. Menaces, contre-menaces sont examinées de près. C'est le moment statique de l'examen de la position. Le joueur se demande comment la situation se présente-t-elle. Il note le pion isolé, ici, une plus grande liberté en faveur des blancs, les noirs sont plus ramassés. Il remarque que le cavalier ici est cloué parce que le fou est sans protection, mais protégé par un cavalier seulement. Donc le clouage est tout relatif. Et il constate aussi l'interdépendance des 2 cavaliers qui se protègent l'un l'autre. Après l'examen de cette situation, le joueur va essayer divers coups déterminés qui lui permettent, mieux que les possibilités que la position recèle, de s'orienter. Alors voici par exemple une statistique des propositions de solutions d'un joueur de seconde classe. Cavalier prend D5, qui a été proposé 3 fois, H4, tour C2, fou H6, et ce sont les principaux coups
qui ont été déterminés. Alors, ce joueur de seconde a d'abord réfléchi au cavalier, très attentivement, puis à H4, puis à tour C2, puis à nouveau réexaminer cavalier D5, à examiner fou H6, à nouveau H4, puis à nouveau fou H6, et c'est décidé pour ce coup. La deuxième phase pourrait s'intituler encore le moment dynamique de l'examen de la position. Le joueur se demande d'abord qu'est-ce que je peux faire, et puis que peut faire mon adversaire. Alors, voici quelques extraits de protocole des joueurs consultés. Alors, un joueur de première qui dit cavalier prend C6, a l'air bon. J'échange un fou actif, puis j'échange sur D5 afin de forcer une finale avantageuse. Ou peut-être devrais-je attaquer à l'aile roi par dame G3 et cavalier G4. Et de pencher quand même en faveur de la première solution. Un des grands maîtres pense les noirs ne menacent pas grand-chose. Dame prend B2 ne marche pas, sans doute, ou quand même peut-être, essayons, réfléchissons. Un autre grand maître se demande suis-je menacé, puis-je menacer. Un autre grand maître encore pense voyons si je ne peux rien prendre. Dois-je attaquer? Fou H6 et cavalier prend F7. Non, pas satisfaisant. Cavalier prend C6. Les noirs doivent reprendre du pion. Qui est mieux? Un des maîtres pense les blancs ont un avantage écrasant. Un grand maître toujours pense y a-t-il quelque chose de décisif? Un des joueurs de première se dit dois-je faire quelque chose d'immédiat parce que B2 est en prise? Enfin, un autre grand maître dit fou prend D5. Ici, m'a l'air très bon. Calculons. Réserve-t-il un avantage décisif? Un autre grand maître se dit fou prend D7, D5, peut-être rien de spécial, calculons quand même ce que ça donne. Cavalier G4 ne me plaît pas non plus. Cavalier prend C6, B prend C6, puis fou prend D5, peut-être d'emblée directement fou prend D5. Ensuite vient la troisième phase. C'est celle du réexamen et de la récapitulation des possibilités qui ont été considérées. Les résultats obtenus sont comparés, précisés, et le joueur marque une tendance à renforcer ceux-ci. Par exemple, un des grands maîtres dit bon, il faut que je réexamine. Cavalier prend C6, B prend C6. Faire une pression sur C6 avec les deux fous, c'est agréable, mais la position promet sûrement davantage. Un autre grand maître se dit fou prend D5, E prend D5, forcé, c'est bon pour les blancs. Le cavalier F6 est alors faible, et fou E7, le fou E7 prend fou C6 mal placé. Fou E7 et fou C6 sont mal placés. D'où la décision de ce grand maître d'opter pour fou prend D5. Alors, dans la prochaine vidéo, nous ferons quelques remarques générales et nous verrons la solution. Je vous remercie.